Bonjour à toutes et à tous, Valentin Hubert, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire Syntec numérique de présentation de l'étude BRAPI 2021, avec un focus particulier sur les ESN, donc 9e édition de cette étude BRAPI qui va nous être présentée par François Tourette. Donc je me présente moi-même, Valentin Hubert, délégué ESN ICT, Industrie du futur, innovation et technologie de Syntec numérique. J'espère que tout le monde nous entend bien. Quelques petites recommandations puisqu'on est assez nombreux à être connectés ce matin. Donc, ce qu'on vous propose, c'est dans l'écran que vous pouvez afficher avec la petite flèche sur la droite, vous avez plusieurs onglets, chat, questions, sondages. Donc, je vous propose de réserver l'onglet chat pour les éventuels problèmes techniques, si par exemple vous nous entendez pas ou si vous aviez quelques soucis de connexion, utilisez le chat pour que je puisse vous accompagner et faire en sorte que vous viviez la meilleure expérience possible. Et ensuite, les questions que vous voudrez poser, puisqu'en fait, on est en mode webinar, c'est-à-dire que malheureusement, on est uniquement en mode descendant. Donc, François et moi-même pouvons vous parler, mais vous pouvez pas prendre la parole si ce n'est par écrit. Donc, pour toutes les questions que vous voudrez poser à notre intervenant, utilisez donc cet onglet questions et je me ferai votre porte-parole auprès de l'intervenant pour reprendre les points que vous voudriez souligner. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole donc à François qui va nous présenter l'étude 2021 BRAPI. Merci à tous. François, je te laisse la parole. Merci pour la transition. Donc, moi-même, je suis François Tourette et je vais vous présenter l'étude annuelle que nous réalisons auprès essentiellement des grands responsables achats de prestations intellectuelles. Alors, moi-même, j'ai créé BRAPI il y a quelques années. Juste en quelques mots, ça fait une vingtaine d'années que j'anime la communauté en France des responsables achats de prestations intellectuelles. Je suis co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages et d'études, en particulier donc celles que je vais vous présenter ce matin. Et je donne aussi un certain nombre de formations auprès des fonctions achats de prestations intellectuelles et aussi des ESN, en particulier sur les risques qui sont liés aux achats de prestations intellectuelles et sur comment référencer les plateformes d'intermédiation. Pour la petite histoire, je suis aussi fondateur de WebProfil, pour ceux qui ont connu cette place de marché B2B dans les années 2000. Qui avait pour vocation de mettre en relation les donneurs d'ordre avec les fonctions achats. Et puis, je suis aussi concepteur fondateur de Provigis, qu'un grand nombre d'entre vous utilisent aujourd'hui. Dans une autre vie, c'est moi qui ai créé Provigis lorsque j'étais dans une autre entreprise. Voilà en quelques mots. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre si vous voulez avoir des précisions un petit peu sur tout ce que je vais vous présenter ce matin. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter BRAPI de manière assez rapide. Après, je vous présenterai effectivement le benchmark 2021 qui est sur l'impact du Covid, de la crise sanitaire sur les achats de prestations intellectuelles, en particulier informatiques. Et conseil en management et aussi concernant les bureaux d'études et l'ingénierie. En quelques mots, BRAPI, donc un benchmark que l'on réalise de tous les ans. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque je vais vous le présenter. Une partie quand même qui est intéressante, on utilise la nomenclature du SIGREF, puisque un grand nombre de nos clients, qui sont les responsables achats de grands groupes, utilisent cette nomenclature. Donc, on utilise pour cartographier et pour faire l'observatoire annuel des TJM, des profils informatiques et digitaux, la nomenclature du SIGREF. On a retenu 41 profils sur une cinquantaine. Ce sont les profils les plus usités que nous avons retenus. Et puis, on en a une autre aussi sur les TJM, sur les profils conseil en management, sur 5 domaines. Le domaine de RH, finance, marketing com, SI et conduite du changement. Voilà pour notre activité de benchmark annuel. Une autre activité de matinale qui est dédiée exclusivement aux fonctions
achat de prestations intellectuelles de grands groupes. Donc, je fais des réunions de manière assez régulière où j'en réunis une centaine de responsables achats pour échanger sur, on va dire, les événements et les informations du moment. Donc, des formations dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. On est data docké. On fait des mini-missions de conseil, puisque ce sont des missions de conseil qui sont inférieures à 15 jours. Et puis, autre activité, on fait partie, au travers de la médiation des entreprises, d'un groupe de travail où il y a une dizaine d'entreprises sur le guide pour favoriser l'accès aux TPE, PME et aux indépendants, aux grands groupes. Il y a une dizaine d'entreprises et Brapy s'occupe, lui, de la partie sur les plateformes. Voilà, je vais terminer sur Brapy. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, je serai toujours à votre disposition. Alors, bon, les clients, aujourd'hui, on a à peu près 80% du SBF 120 qui sont nos clients de cette année. Donc, j'imagine que vous retrouvez l'ensemble de vos clients qui sont dedans. Alors, l'étude benchmark. Donc, il y a plusieurs parties. Il y a une partie, premièrement, sur l'impact de la crise sanitaire sur le marché des prestations intellectuelles. Donc, ça va être la première partie que je vais vous dérouler. Une deuxième partie sur la cartographie des plateformes et sociétés d'intermédiation. On a 57 cartes d'identité de plateformes et sociétés d'intermédiation qui ont été passées au crible et qui sont proposées au travers de cette étude. Et puis, une troisième partie qui sont l'observatoire annuel des TGM, des profils informatiques et digitaux et conseils en management dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pour on va dire, les grandes lignes de la présentation. Donc, l'impact de la crise sanitaire. Donc ça, c'est le sommaire de notre étude. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu la méthodologie que l'on a utilisée et puis la manière aussi après dont on a regardé un petit peu l'impact de cette crise sanitaire sur les entreprises françaises et on va dire côté donneur d'ordre et puis bien sûr côté ESN, côté plateforme, côté portage salarial, côté cabinet de conseil, puisqu'effectivement, toutes ces entreprises ont subi aussi de manière forte la crise. Et puis, je vous parlerai après, effectivement, des TJM, des profils informatiques. Alors, la méthodologie, comment ça se passe? Tous les ans, je prends mon bâton de pèlerin et donc je vais interviewer entre 60 et 70 services d'achat de prestations intellectuelles de grands groupes ou de taille intermédiaire. Ce sont des personnes qui achètent entre 20 millions et 2 milliards uniquement en achat de prestations intellectuelles par an. Donc, un petit peu, vous avez, et on peut le voir, on va regarder un petit peu tous les secteurs d'activité, puisque le seul critère, c'est acheter au moins, au minimum, pour 20 millions annuels d'achat de prestations intellectuelles. Alors, quand je parle d'achat de prestations intellectuelles, il faut entendre dans ma bouche que c'est l'IT, bien sûr, mais aussi le conseil, les ICT, c'est tout type de prestations dites intellectuelles. Ce n'est pas uniquement l'IT. Même si, effectivement, aujourd'hui, dans les personnes qu'on interroge, il y a quand même une très grande majorité qui sont des fonctions achat de prestations intellectuelles, IT digital, puisque maintenant, on voit effectivement que les deux se regroupent de manière de plus en plus. Après, on a fait effectivement une analyse financière de l'ensemble des entreprises donc, du SBF 120 pour voir un petit peu quels avaient été l'impact de la crise sanitaire sur ces entreprises par secteur d'activité. Et puis, après, on a eu aussi un certain nombre d'entretiens avec des directions d'entreprises du service numérique, de plateformes et sociétés d'intermédiation, de cabinets de conseil et de portage salarial pour voir un petit peu comment ces différentes typologies de prestataires en prestations intellectuelles avaient réagi par rapport à cette crise sanitaire.
Voilà. Alors, On a une petite question, oui, François, je me permets de la oui, poser. oui, 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 surtout, il faut pas C'était le hésiter à point m'interrompre. méthodologique. Donc Emmanuel nous demande si vous commencez à intégrer la dimension RSE qui apparaît dans les appels d'offres des donneurs d'ordre. Alors, tout à fait. La RSE aujourd'hui est un critère qui est de plus en plus prégnant auprès des fonctions achats de prestations intellectuelles. La preuve en est, c'est que c'est il y a 2 ans maintenant, je crois, c'est il y a 2 ou 3 ans, le benchmark annuel que nous avons réalisé, ça a été la prise en compte, quels sont les critères et comment les directions achats prennent en compte la RSE pour les achats de prestations intellectuelles. Excusez-moi. Donc, oui, aujourd'hui, on voit un certain nombre d'entreprises qui, par rapport à cette problématique RSE, on va dire le capital immatériel, qui rentre maintenant de manière, euh, on va dire pas systématique, mais quand même de manière, on le voit de manière assez courante dans les appels d'offres. Excusez-moi. Donc c'est une dimension à part entière qui est intégrée à l'étude. Parfait. Merci beaucoup, François, pour cette Alors, précision. qui n'est pas intégré dans cette étude-là, parce que ce n'était pas le sujet de cette étude, mais en tout cas, les fonctions achats intègrent la RSE et, et d'autre part, donc, on a fait une étude, c'est justement pour montrer qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus prégnant dans les appels d'offres, la dimension RSE, avec des poids qui sont un petit peu variables en fonction des entreprises. Mais de mémoire, je crois que par exemple la SNCF aujourd'hui met ses appels d'offres, met un poids sur des critères RSE à hauteur de 20% dans le choix de leur titulaire. Donc, il y a certaines entreprises, secteur public, mais aussi secteur privé, qui intègrent de manière forte la dimension RSE. Merci beaucoup. Concernant donc l'impact de la crise sanitaire sur l'économie, bah, on en est tous conscients, hein, ça a été très fort. On a pu voir, on va dire, au 15 mars 2020, un certain nombre d'entreprises où tout le monde a été mis en télétravail, un certain nombre d'entreprises, et en particulier dans les secteurs de l'aéronautique et autres, qui ont, Air France, le 16 mars, a remercié l'ensemble de ses prestataires qui ne faisaient pas voler un avion, puisque de toute façon, le trafic était proche de zéro. Donc, oui, il y a eu un impact fort sur l'économie. Certains secteurs d'activité sont sortis mieux que d'autres, comme les télécoms. Et en particulier le secteur du transport, c'est celui qui a le plus souffert. Dans le transport, on met donc Air France, la SNCF, la RATP, on va dire tous les grands acteurs du transport en France. Et sur la partie de droite, on a fait un focus sur le secteur industriel. Et là aussi, on voit qu'il y a un secteur qui s'en sort plutôt pas mal, quoi. Mieux que les autres, en tous les cas, c'est effectivement le secteur pharmaceutique. On comprend facilement pourquoi. Les chiffres présentés, François, donc comparent mars 2021 à mars 2019. Les chiffres présentés, oui, ça a été fait tout à fait. Jusqu'au premier semestre, on a pris le premier semestre, les 9 premiers mois, pardon, 2020, puisque l'étude, on a commencé à faire nos recherches et puis à interviewer les gens et autres. On a fait ça à partir de octobre, novembre, décembre, novembre, décembre, janvier, février de cette année. Très bien. Donc des périodes comparables 2019-2020. Donc là, on Voilà, a oui, la c'était 2020 des sur la périodes période. comparables. Tout à fait, oui, Parfait. oui. On a fait des périodes comparables pour justement que ce le soit. On a vu aussi, donc on l'a vu, le transport a été impacté, mais il y a aussi des activités comme le retail qui a aussi été fortement impacté, hein, pour les produits non essentiels. Mais il y a eu une reprise, ou tout au moins il y a eu quand même pas forcément des baisses d'activité concernant les prestations intellectuelles. Pourquoi? Parce que un certain nombre de projets ont été déviés de projets qui étaient lancés auparavant, ont migré, et les budgets et les ressources ont migré pour accélérer la transformation digitale des entreprises. Donc ça aussi, c'était un des paramètres que l'on a pu voir. Euh, oui,
sur les plateformes et sociétés d'intermédiation, on a pu voir que l'impact de la crise n'a pas été très fort, on va dire, puisque ça n'a pas empêché le chiffre d'affaires de 2020 des plateformes et des sociétés d'intermédiation d'augmenter. Et il y a des prévisions qui sont de l'ordre de quasiment du milliard pour l'année 2021. Aujourd'hui, je pense que les plateformes et les sociétés d'intermédiation ont bénéficié un petit peu de la crise pour différentes raisons. Une des premières raisons, c'est qu'il y avait énormément d'indépendants sur ces plateformes et sociétés d'intermédiation, et donc ils ont su s'adapter extrêmement vite au télétravail. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est souvent des sachants, des experts. Et dans le discours que j'ai aujourd'hui par rapport aux indépendants, je vais parler vraiment des indépendants experts sachants. Je ne vais pas parler d'indépendants type photographe ou autres qui sont à tout à leur honneur, mais bon, qui ne rentrent pas forcément dans l'étude que l'on a faite. Donc, les sachants et les experts, aujourd'hui, quand ils étaient dans les entreprises, au mois de mars, avril, mai, juin, les entreprises ont eu un petit peu de mal à s'en séparer pour une raison simple, c'est-à-dire que quand je remercie un indépendant, parce qu'on arrête le projet parce qu'il y a une crise sanitaire, bah, on a quand même relativement peu de chances de pouvoir le retrouver. Alors que quand je remercie ou je suspends, on va dire, un ingénieur d'une grande ESN, bah, de toute façon, quand je vais rappeler cette grande ESN ou cette ESN, il va me refournir des personnes compétentes. Donc, les donneurs d'ordre ont peut-être plutôt conservé ces profils qui venaient des plateformes et des sociétés d'intermédiation. On nous pose la question, est-ce Ouais. que tu peux définir un petit peu plus ce que tu entends par plateforme d'intermédiation, puis peut-être donner quelques exemples parmi les 57 qui ont répondu au questionnaire? Tout à fait. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais alors, plateforme et société d'intermédiaire. Une plateforme, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de confusion. On met tout et n'importe quoi sous le mot plateforme. On va mettre des Malte, des LBC, des Comet, des Uber, des Deliveroo. Tout ça, ce sont des plateformes, des Amazon. Alors, et avec des règles juridiques qui sont, on va dire, complètement différentes par rapport à la typologie des prestataires que l'on va trouver dessus. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais pour répondre à la question, donc la différence entre une plateforme et une société d'intermédiation, une plateforme, c'est juste une entreprise, une société qui a un outil digital, une interface digitale qui permet de déposer des besoins, éventuellement de recevoir des CV et de déposer des appels d'offres et d'avoir un échange qui est dématérialisé au travers d'une plateforme. Alors que la société d'intermédiation n'a pas forcément encore cette particularité d'avoir un outil digital qui permet de fluidifier les échanges qu'il peut y avoir entre des donneurs d'ordre qui vont être à la recherche de besoins et de candidats et de compétences. Alors, on verra tout à l'heure, je vous donnerai des exemples très concrets de différences entre les plateformes et les sociétés d'intermédiation. Donc, aujourd'hui, ce que l'on a pu voir, c'est que, en particulier sur le premier trimestre 2021, donc c'est-à-dire jusqu'au 30 mars dernier, une très forte augmentation des chiffres d'affaires des plateformes et sociétés d'intermédiation sur le premier trimestre. Ils font en moyenne entre 20 et 40% de plus que le premier trimestre 2020, qui, lui, avait été très bon déjà. Puisque le premier trimestre 2020, la crise sanitaire n'était pas encore là. Donc, ce que l'on voit, c'est que les plateformes, d'autre part, en particulier par rapport à la crise aussi, ont bien passé la crise, puisque effectivement, par définition, souvent, les plateformes et sociétés d'intermédiation n'ont pas de salariés, ou très peu, donc très peu de charges. Donc, même pour certaines d'entre elles, elles ont eu un petit peu quelques baisses d'activité, les marges sont restées.
Et puis, ils ont mis en chômage partiel un certain nombre de commerciaux, parce qu'effectivement, il y avait besoin de moins de commerciaux. Donc, l'impact sur les plateformes et les sociétés d'intermédiation, il a été relativement, je pense, faible par rapport aux autres typologies de prestataires de prestations intellectuelles. On pourra revenir sur les plateformes, de toute façon, je vous montrerai tout à l'heure un certain nombre de choses. Les sociétés de portage salarial. Ah oui, excusez-moi, non, je vais juste terminer un point sur les plateformes et sociétés d'intermédiation. On voit aujourd'hui, j'en avais interviewé 83, il n'y en a que 57 qui m'ont répondu, mais on en voit naître, on va dire quasiment toutes les semaines, et aujourd'hui, un certain nombre d'ESN ou de cabinets de conseil créent leur propre plateforme pour essayer de capter des indépendants et de créer leur propre écosystème au travers des indépendants. Et puis aussi, c'est pour répondre à un besoin des donneurs d'ordre qui ont besoin d'experts et de sachants. Et aujourd'hui, un certain nombre d'experts et de sachants ne souhaitent plus, pour des raisons qui les regardent, être salariés chez un grand groupe ou dans une ESN. Ils préfèrent être indépendants. Et donc, pour avoir accès à ces compétences, aujourd'hui, les grands groupes font appel de plus en plus aux plateformes et sociétés d'intermédiation. Alors, c'est avec une croissance qui est assez forte pour ces typologies de prestataires. Le marché global en France aujourd'hui est estimé en gros pour l'année 2021 à 1 milliard. En regard du chiffre d'affaires, du marché des ESN et des ICT, ça reste encore un petit peu, c'est pas encore c'est pas marginal, mais c'est parce que ça représente une typologie de prestataires un peu particulières qui sont les sachants et les experts dont tout le monde a besoin. Voilà. En ce qui concerne le portage salarial, le portage salarial a subi en chiffre d'affaires, a subi une perte. Pourquoi? Essentiellement, et ça a été tiré par le bas par les sociétés de portage salarial qui avaient une très forte population de clients, de clients qui sont les indépendants, qui étaient des formateurs et des commerciaux. Et il est vrai que sur l'année 2020, les formations ont pris un sacré coup dans l'aile et du coup, le chiffre d'affaires du portage salarial a diminué de manière assez forte. On le voit, il est passé de 1,160 milliard à 916 millions, de par le fait qu'il n'y a plus de formation. Par contre, le fait que les gens soient en portage salarial, ils ont pu bénéficier donc du chômage partiel, donc ça c'est le premier point. Et puis d'autre part, les sociétés de portage salarial qui n'avaient pas forcément, qui étaient plutôt dans le secteur IT ou conseil, eux ont vu leur chiffre d'affaires continuer à croître. Alors beaucoup moins que les années précédentes, ça a été quelques pourcents, mais eux ont continué à croître. Donc aujourd'hui, je pense que sur l'année 2021, le portage salarial va avoir le vent en poupe et on le voit aussi, hein, ils ont à peu près les mêmes croissances que les plateformes et sociétés d'intermédiation dont on parle, puisque aujourd'hui, on est quand même en France avec des contrats de travail français quand on est en portage salarial et quand il y a une crise, on touche tout simplement le chômage. Donc, en comparaison à un indépendant qui va se mettre en auto-entrepreneur, voire plutôt en EURL, qui va être donc un TNS, un travailleur non salarié, s'il n'a plus de mission, il ne mange plus. En portage salarial, s'il n'a plus de mission, il mange moins bien, mais il continue à manger parce qu'il a cotisé au chômage. Donc, en ce qui concerne le portage salarial, aujourd'hui, il y a un engouement qui est remonté pour cette typologie de prestataire. Sachant que le portage salarial, c'est comme l'intérim. C'est des activités exclusives. C'est-à-dire que les entreprises de portage salarial n'ont pas l'autorisation d'avoir une autre activité.
Et donc, une ESN ne peut pas faire du portage salarial. Il faut que ce soit une structure complètement et totalement à part pour pouvoir faire du portage salarial, comme une ESN ne fait pas d'intérim, parce que c'est une convention collective particulière avec des règles particulières. Autre point concernant le portage salarial qui attire les grands groupes, c'est l'aspect légal, puisque aujourd'hui, vous connaissez tous les problématiques de risque liées aux achats de prestations intellectuelles au travers du délit de marchandage, du prêt de main-d'œuvre illicite, de la requalification et d'un certain nombre de risques de ce type, où les acheteurs de grands groupes sont extrêmement regardants et frileux par rapport à ça. Le fait de faire du portage salarial diminue considérablement, je ne vais pas dire, mais un risque à zéro, parce que le risque zéro n'existe pas, mais diminue considérablement les risques liés au délit de marchandage, prêt de main-d'œuvre illicite et consorts. Un petit peu comme de l'intérim, il n'y a pas de délit de marchandage ou prêt de main-d'œuvre illicite quand vous faites de l'intérim, puisqu'effectivement, c'est prévu. Donc là aussi, tout ça pour dire que le portage salarial a le vent en poupe aujourd'hui sur le secteur. Alors, on l'a vu, on a interviewé les acheteurs pour voir donc sur les achats de prestations intellectuelles, quels étaient leurs plans de réduction de coûts. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous avez des plans de réduction de coûts, et si oui, quel axe avez-vous privilégié ou comptez-vous privilégier? Donc, premièrement, c'est d'avoir une action sur les achats. Donc, quasiment à 90%. Après, donc, des reports d'investissement. Donc, on va plutôt reporter les investissements en attendant de voir un petit peu comment va se passer l'après-crise. Réduction et arrêt des recrutements. Là, je vais m'arrêter 30 secondes sur ce point-là parce que c'est un point important sur ce qui est en train de se passer actuellement et sur l'avenir, je pense, pour l'année 2021. Aujourd'hui, la grande majorité des donneurs d'ordre ont des plans effectivement d'arrêt d'embauche et de recrutement. Par contre, ils ont quand même un certain nombre de projets, voire encore plus de projets que les années passées pour accélérer la digitalisation des entreprises. Et donc, lors d'une dernière matinale, là où on échangeait il y avait des grands acteurs, des gens qui ont des tours à la défense, et des grands acteurs de l'énergie, disaient que sur l'année 2020 et sur le début de l'année 2021, ils avaient, en termes d'achat de prestations intellectuelles, plus 20% minimum. Et donc, à ma question, je leur disais, mais attendez, il y a une crise et vous faites plus appel à la prestation. Oui, puisqu'aujourd'hui, les embauches étant gelées, ou tout au moins étant, on va dire, en forte réduction, et qu'on a un certain nombre de projets que l'on doit faire avancer, on fait appel à la prestation. Donc, c'est ça aussi qui explique, je pense, la montée forte des besoins en prestations sur le premier trimestre 2021, dont on a parlé tout à l'heure sur les plateformes et sociétés d'intermédiation. J'ai échangé avec certains d'entre vous de SN. Ils voient aussi une croissance, une forte demande quand même qui est en train d'arriver sur le premier trimestre. Et donc, c'est en partie lié au fait qu'il y a une réduction forte des recrutements. Après, effectivement, avoir un plan de réduction des coûts, mettre les gens en activité partielle, réduire les effectifs, accord de performance collective ou autre. Dans tous les cas, les entreprises ont des plans de réduction de coûts et ils sollicitent fortement les fonctions achats pour réduire les coûts. Voire même, alors je ne sais plus si c'est sur celui d'après, oui,
sur les services achats, qu'est-ce qu'on leur demande? Ou qu'est-ce qu'ils vont demander à l'heure, ou qu'est-ce qu'ils font pour réduire ces coûts? Négocier les TJM, on va avoir l'occasion d'en reparler, hein, à plus de 63%. Limiter les dépenses, bien sûr. Avoir recours à de nouveaux types de fournisseurs. On l'a vu tout à l'heure, hein, les plateformes et sociétés d'intermédiation. Et puis, la massification des achats en assistance technique et en régie. Concernant la baisse des TJM, qui est quand même un petit peu le nerf de la guerre de beaucoup d'acheteurs, puisque c'est un critère qui est important pour eux, et on peut le comprendre, certains d'entre eux ont échangé avec moi pour me dire, je suis embêté, François, parce que j'ai des donneurs d'ordre qui viennent me voir et qui me demandent de faire baisser les prix aux fournisseurs. Et les responsables d'achat, c'est une responsable d'achat, me dit, je ne sais pas comment faire, parce que bon, j'ai déjà fait, entre guillemets, mon travail. Demander des efforts supplémentaires aux entreprises, c'est compliqué, parce qu'ils sont déjà, on va dire, on a déjà fait notre travail, et on a déjà de bons TJM. Mais donc, il y a bien sûr des acheteurs qui vous sollicitent pour avoir de meilleurs TJM, mais parfois, il y a aussi, c'est pas forcément uniquement et exclusivement à leur initiative, c'est aussi aux donneurs d'ordre qui voient en partie parfois leur budget diminuer, et quand j'ai moins de budget, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à mes acheteurs préférés pour aller négocier les TJM. Donc là, on voit que la négociation des TJM est quand même relativement présente aujourd'hui auprès des acheteurs. Alors, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas demander tout et n'importe quoi pour la majorité. Après, il y a toujours des exceptions, hein. Et là aussi, on va le voir après, que ça dépend des profils. Il y a des profils où il y a des tensions, et là, demander des baisses de TGM, c'est juste une gabegie, parce que de toute façon, c'est l'inverse qui va se passer, vous allez les payer plus cher. Les acheteurs vont les payer plus cher. Et puis, il y a d'autres profils un petit peu plus courants, où là, effectivement, ils essayent et ils obtiennent parfois quelques pourcents de réduction sur le sujet. Hop là. Oui, d'ailleurs, sur les négociations des TJM, quand on leur dit vous négociez sur les TJM, qu'est-ce que vous attendez comme pourcentage? La majorité, c'est entre 0 et quoi, c'est moins de 10. Mais 10, c'est déjà colossal. On est bien d'accord. Et on va le voir juste au slide d'après. Mais en tout cas, ça rentre un petit peu dans leur objectif d'essayer de diminuer les TJM. Et donc là, concernant les ESN, alors bon, il y a énormément d'ESN en France, hein, vous en connaissez mieux que moi. Donc nous, on a pris et on a regardé la marge opérationnelle des ESN cotés en bourse. Donc là, ce sont que des chiffres officiels et publics par rapport donc à l'activité de ces ESN, de ces grands ESN qui sont cotés. Et ce que l'on voit sur le premier semestre 2020, c'est quasiment, donc si on prend la moyenne, hein, qui est la courbe bleue, on voit quasiment 1,7, on va dire quasiment 2% de marge opérationnelle en moins pour les ESN. C'est 2% de marge opérationnelle en moins, c'est énorme. Et donc, quand les acheteurs voient ça, ils disent, effectivement, je ne peux pas forcément demander beaucoup de remises, entre guillemets, ou d'efforts sur les TJM, parce que les ESN ont déjà perdu, on va dire, 1,7% de marge opérationnelle. Donc là, ils commencent à se rendre compte aussi, les fonctions achats, hein. Je parle pour ceux qui réfléchissent un peu, qui voient un petit peu le marché, qui ont une bonne connaissance du marché, ils voient que ce n'est pas forcément facile pour les ESN et les sociétés
on va dire, de prestations de services en prestations intellectuelles, bah, ça peut être un petit peu compliqué pour elles de baisser les TJM. Voilà, hop là. Alors, concernant les plateformes et sociétés d'intermédiation, là aussi, parfois, on voit que pour les experts et les sachants, comme on les trouve souvent sur les plateformes, les TJ sont parfois plus chers sur les plateformes que, on va dire, dans une ESN classique, parce que c'est des profils qui sont parfois plus rares que l'on trouve sur ces plateformes. Alors, les plateformes et les sociétés d'intermédiation. Donc, je vous ai dit, hein, on en a regardé 57. Sur chacune d'elles, bon là, je vous ai fait qu'un extrait du tableau. Sur chacune d'elles, on a regardé les domaines d'expertise. Et donc, là aussi, pour montrer que chaque plateforme a son domaine d'expertise et vouloir comparer, on va dire, un Bluecom ou un Adequancy, ça n'a pas de sens, puisque alors, ils sont tous les deux appelés plateformes, mais ça n'a pas de sens parce qu'ils n'ont pas la même activité et ils ne sont pas sur les mêmes secteurs. Un exemple que vous comprenez peut-être, que les acheteurs comprennent assez bien, bon, tout le monde connaît Malte. Malte, c'est une plateforme généraliste. Vous pouvez trouver un photographe, un acheteur, un informaticien, vous pouvez trouver un petit peu qui vous voulez. Donc, OK, c'est une plateforme généraliste que utilisent aujourd'hui certains donneurs d'ordre. Par contre, si vous voulez utiliser de l'informatique, eh ben, elle est plutôt sur des plateformes comme Comet ou Crème de la Crème ou autres, ou Freelance République, dont on va parler, qui sont des plateformes où il n'y a que des informaticiens. Et donc là aussi, il y a souvent une confusion dans les domaines d'expertise des plateformes auprès des directions achats, voire aussi des ESN, puisque vous utilisez aussi un certain nombre de plateformes pour aller chercher des candidats que vous pourrez placer par la suite. Après, sur les plateformes, il y a aussi un point important, c'est le statut du prestataire que l'on va trouver sur la plateforme. Il y en a, et on le voit ici, hein, où il n'y a que des indépendants, pour par exemple la première, et pour la deuxième, Alliance Global Procurement, qui est une nouvelle plateforme dont on va regarder tout à l'heure qui c'est. Ils n'ont quasiment pas d'indépendants, mais ils ont plutôt des ETI, PME, TPE, avec lesquels ils travaillent. Donc là aussi, la manière dont vous allez travailler avec ces plateformes est donc contractualisée, et dont les donneurs d'ordre vont aussi contractualiser avec ces plateformes est différente, puisque au niveau contractuel, les risques toujours liés aux achats de prestations intellectuelles ne sont pas les mêmes. Si vous travaillez avec une plateforme où il n'y a que des indépendants qui sont des TNS, des travailleurs non salariés, ou si vous travaillez avec des ESN et qui vont être en sous-traitance de niveau 2 pour répondre aux besoins et aux compétences qui sont demandées par le client. Oui, je vois une question là, quid du domaine de la cybersécurité. Alors, il existe une plateforme qui s'appelle Yogosha, qui est en bas de la liste, donc, mais on ne la voit pas là, mais qui est spécialiste et qui est spécialisée en cybersécurité. Donc, il y a des plateformes, on va dire, par domaine d'activité. Il y en a une, par exemple, que les acheteurs connaissent bien, qui s'appelle TwoNeeds. C'est une plateforme où il n'y a que des acheteurs indépendants. Voilà. Donc, là aussi, il y a des spécificités sur les plateformes. Et lorsqu'on se dit, oui, je vais travailler avec une plateforme, je pense que ce n'est pas la bonne réponse. C'est quel est mon besoin et je vous dirai avec quelle plateforme il faut travailler. Comme je ne vais pas référencer qu'une ESN, je vais en référencer plusieurs parce qu'en fonction de mes besoins et de leur spécificité et de leur savoir-faire, je vais en référencer plusieurs. Donc là aussi, il y a des modifications d'attitude par rapport à la manière dont ils fonctionnent avec les plateformes et sociétés d'intermédiation et les ESN, puisque aujourd'hui, on commence à voir
un certain nombre de donneurs d'ordre qui font des appels d'offres pour avoir les compétences, pour rechercher les compétences, et ils ne s'interdisent plus, et ils mettent tout le monde, entre guillemets, en commun pour dire, bah voilà, je recherche une compétence, ou tout au moins une entreprise qui va être capable de m'apporter tel ou tel type d'expertise, et bah, que ce soit une plateforme, une société d'intermédiation, une ESN, une ICT, un cabinet de conseil qui me répondent, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est une entreprise qui soit capable de répondre à mon besoin. Et donc, c'est pour ça que l'on voit de plus en plus donc, des référencements que je vais appeler maintenant des référencements un petit peu plus dynamiques. Les référencements qui durent 3 ans dans le dur, sans modification, on en voit de moins en moins. C'est maintenant plutôt des référencements, ou tout au moins des, on va dire des regroupements d'entreprises privilégiées avec lesquelles on va travailler. Puisque aujourd'hui, les besoins sont. Les acheteurs connaissent mal les besoins des entreprises, qui elles-mêmes le connaissent mal, parce que quels sont les besoins dont vont avoir besoin les donneurs d'ordre de l'entreprise dans les 6 mois ou dans l'année à venir. On a une petite idée, mais dans 2 ans, surtout, on n'en sait rien. Donc, si on fait des référencements fermes pour 3 ans, bah, on se tire une balle dans le pied. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt des référencements ouverts, où on va sélectionner un certain nombre de plateformes et sociétés d'intermédiation et de SN pour répondre à un besoin de compétences dont on va avoir besoin à un instant T. Merci beaucoup François. Je Ouais, profite de la petite parenthèse puisqu'on avait une autre question concernant nos chers amis acheteurs ouais. et notamment liée au taux de marge, hein, qui est en train de chuter ou en tout cas de se tasser un petit peu. Et donc Jacques nous demande si les acheteurs ont conscience du fait que le marché est en extrême tension sur de nombreux profils et donc qui place les ESN mais aussi parfois les ICT dans cet effet ciseau, c'est-à-dire avec une compétence qui devient et des ressources qui sont de plus en plus rares, donc qui coûtent parfois par effet de bord plus cher, et donc des taux de marge qui baissent, et donc du coup les entreprises se retrouvent coincées entre voilà des marges qui se tassent, des comment dire des profils parfois pénuriques qui donc du coup augmentent le coût de la ressource. Et donc est-ce que les acheteurs ont conscience de ça et donc du coup mesurent peut-être parfois un petit peu les efforts qui peuvent être demandés aux sociétés prestataires de services intellectuels? Alors, effectivement, aujourd'hui, les acheteurs se rendent compte et ils ont une difficulté parce que les acheteurs ont une difficulté parce qu'ils ne vous reçoivent plus. Quand je vous dis ils ne vous reçoivent plus, c'est-à-dire qu'ils n'échangent plus forcément avec leurs fournisseurs. Et qui leur apporte une information sur le marché, ben, c'est bien les fournisseurs. Donc, mais ça, c'est un mal qu'il y a depuis longtemps, c'est qu'ils sont débordés, ils ont 25 millions de choses à faire, donc ils vous prennent rarement au téléphone, ils sont un petit peu déconnectés de l'activité et du marché, puisqu'ils ne voient qu'au travers des X fournisseurs qu'ils ont, et puis ils ne regardent pas ce qui se passe à côté. Alors, ils se rendent compte aujourd'hui que le marché est extrêmement volatile, extrêmement changeant, et que les profils, il y a des profils que de toute façon, s'ils veulent les avoir, il va falloir qu'ils changent leur méthode d'achat, et je vais y revenir tout de suite, et aussi qu'ils soient prêts à payer plus cher. Parce que le prix, c'est le prix marché, et le prix marché, c'est on met entre guillemets en concurrence deux ESN, et puis on regarde que le meilleur gagne par rapport à des profils. Alors là, si vous allez me dire, c'est toujours très compliqué parce qu'on achète des hommes. Donc, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, il faut faire 7 milliards de cases. Ça va être compliqué. Donc, mais aujourd'hui, ils sont conscients qu'il y a des profils de toute façon qui sont en tension et qu'ils vont être obligés de les acheter plus cher. Ils ont des difficultés à vendre ça en interne. Parce qu'en interne, la direction, la DAF ou la direction générale leur dit, de toute façon, les achats, vous me faites moins X%. Oui, mais ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas sur ces profils-là. Et puis d'autre part, sur ces profils, on va dire rares, expérimentés ou tout au moins tendus, il y a une véritable concurrence à l'achat
entre les grands donneurs d'ordre, bah oui, ça a toujours été, sauf que maintenant, il y en a aussi par rapport aux startups ou tout au moins aux entreprises digitales natives. Je m'explique. Si vous êtes spécialiste en cybersécurité, bah vous mettez 10 secondes pour trouver du boulot, mais est-ce que vous irez plutôt dans une grande entreprise ou est-ce que vous irez plutôt chez Blablacar, Doctolib ou autre? Bah, si je suis un peu geek, que je suis plutôt compétent et autres, bah, je vais plutôt aller chez Blablacar, c'est plus fun, c'est plus sympa. Et puis en plus, quand je vais à un entretien chez Blablacar ou chez Doctolib, la décision, elle est prise dans les 10 minutes. Où on me rappelle le lendemain, on me dit, bon, c'est bon, tu commences demain. Quand je suis présenté dans un grand groupe, bah, la décision va mettre, parce que ils ont des process de décision qui sont plus longs, bah, le temps qu'ils se décident, souvent, bah, les compétences ne sont plus là. Donc là aussi, c'est ce que je disais en introduction, là, il y a 30 secondes, c'est que les fonctions achats doivent accélérer leur processus pour être capables de trouver les bonnes compétences, mais aussi de se décider rapidement pour les capter et pour pas qu'ils partent, autre part. Donc là aussi, les fonctions achats sont conscientes que il y a des profils, de toute façon, ce n'est pas la peine d'essayer de vouloir descendre les TJM, ils vont augmenter. Si vous êtes en cybersécurité aujourd'hui, vous ne pouvez qu'augmenter. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, ils ont du mal à le vendre en interne, ils ont du mal à le vendre en interne. Alors, là, je vous ai mis, on va dire, un exemple de double page sur une plateforme pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que vous trouvez sur les plateformes et la manière dont les fonctions achats et même vous-même, hein, vous pouvez voir est-ce que c'est une plateforme qui me correspond ou je vais trouver ce qui m'intéresse ou pas. Donc là, Freelance République, sur la colonne de gauche, on voit qu'elle a été créée en 2015. En 2020, elle a fait 9 millions et elle prévoit en 2021 15 millions. Bon, ça fait des belles croissances. Son domaine d'expertise, c'est que de l'IT, digital, conseil en organisation et management de transition. Après, on voit effectivement sa répartition de clientèle dans le camembert qui est en dessous. Et puis, ses principaux clients. Donc ça, c'est pour sa carte d'identité. Donc ça vous permet de voir si effectivement cette typologie de plateforme correspond à vos attentes. Et si vous pouvez y faire appel pour trouver vous-même vos compétences que vous allez pouvoir placer chez vos clients. Après, il y a plusieurs pavés. Le premier, c'est quels sont les services que l'on propose aux prestataires. Donc on voit que là, on a 100% d'indépendants, qu'il y a 21 000 inscrits et dans les deux cercles qui est à côté, 21 000 inscrits pour 3 700 qualifiés. Pourquoi on a mis cette information? Parce qu'elle est primordiale. Aujourd'hui, si vous prenez un site comme Malte, qui est généraliste, il a 200 000 CV, la qualification, ils ne sont pas qualifiés, ce n'est pas possible. Alors même s'ils le disent, ils ne sont pas qualifiés de la même façon avec des entretiens individuels, parce que justement, bah, c'est pas leur modèle. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, vous n'avez pas besoin forcément de qualifier pendant 3 jours un photographe, hein, parce que de toute façon, ça va être des missions relativement courtes et puis bah, il n'y a pas besoin d'un processus de qualification du prestataire très fort. Par contre, si vous voulez un super DevOps qui sache faire de la rétro-inversion, là, bah, il faut quand même vérifier que bah, il sache de quoi il parle. Donc, la partie processus de qualification des prestataires est particulièrement importante pour le choix des plateformes. Autre point, les activités et les durées de mission. On peut voir que les durées de mission est un critère justement sur les typologies de missions que l'on va trouver. Là, par exemple, le Freelance République, on voit qu'il y a 90% des missions qui sont de plus de 6 mois. Donc, voilà, donc on voit que c'est essentiellement des informaticiens. Si on va sur une plateforme comme Malte ou autre, on verra, généraliste, on verra que les missions,
elles sont beaucoup, beaucoup plus courtes. Elles sont plutôt entre 1 mois et 3 mois inclus. Donc là aussi, c'est des points importants que l'on peut voir. Après, on décrit aussi les services qui sont proposés aux clients, puisque le client, lui, va vouloir effectivement une bonne qualification et un bon suivi de la mission. Après, on donne des informations sur la facturation et les commissions. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple, et justement, je vais vous en donner d'autres. Sur les plateformes. Donc là, Freelance République, qui est une petite plateforme IT. Alliance Global Procurement, qui est entre guillemets la fusion entre deux entreprises que vous connaissez, qui sont Alliance High-Tech et Système GIE, avec un chiffre d'affaires en 2020 donc consolidé de 210 millions, avec une prévision à 260 pour l'année 2021. Et là, pareil, vous avez, effectivement, on voit là les mêmes graphiques pour représenter la répartition de leur clientèle et puis le type de prestataire qu'ils ont. Par exemple, tout à l'heure, on voyait que Freelance République avait 100% d'indépendants. Là, on voit qu'ils en ont 4%. Les prestataires qu'ils ont sur leur plateforme et plutôt des ETI, PME et TPE. Donc là aussi, on voit qu'il y a eu des regroupements de plateformes et il y a des consolidations. Il y a freelance.com qui a aussi racheté Inops et qui vient de racheter Coworkies et qui là devrait racheter une société suisse et ça devrait peser 600 millions. Donc là aussi, ça peut aller très vite lorsqu'il y a des consolidations. Donc un écosystème en train de se structurer. Sur Ouais. le point particulier de la qualification des prestataires, donc j'ai cru comprendre que lorsqu'il s'agissait d'indépendants, la plateforme en fait reçoit l'indépendant pour essayer de le qualifier, d'évaluer ses compétences, ses expériences. Quid quand, par exemple, comme Alliance Global Procurement, on traite peu d'indépendants et des entreprises, quel est le processus en fait de qualification qui est mis en œuvre par ces plateformes? Alors, en fait, les plateformes, il y a différentes. Chaque plateforme a son propre processus. Donc, effectivement, il faut regarder sur comment ils le déroulent. Alors, si on reprend, celui d'avant, eux, c'est par des entretiens individuels. Ils rencontrent les gens et donc, ils en ont que 3700 depuis 2015. Bon, c'est pas mal, mais voilà. Et je trouve ça même très bien par rapport aux 21 000 inscrits. Si on regarde maintenant Alliance Global Procurement, eux, ils ont 15 000 fournisseurs. Donc, c'est des ESN. Et donc, c'est des ESN ou des entreprises qui ont elles-mêmes qualifié un certain nombre de salariés. Et donc, les 5 000, c'est les personnes qui ont été qualifiées par ces entreprises. Ce n'est pas la plateforme qui l'a qualifié. La plateforme, là, comme Alliance Global Procurement, va qualifier l'entreprise, et puis derrière, elle sait que si elle a qualifié et qu'elle souhaite travailler avec telle ou telle entreprise, le personnel de cette entreprise, lui, a été qualifié. Et donc là, c'est là où on voit que il y en a c'est eux-mêmes qui qualifient quand c'est des indépendants. Quand ils font travailler des ESN, ce sont en fait, ou d'autres entreprises, ce sont ces mêmes entreprises qui ont qualifié, bien sûr, leurs salariés pour les embaucher. Et un dernier. Donc Martial nous demande, en fait, c'est bien le client qui continue de faire le travail de qualif? Alors, oui et non. Alors, oui, pour les petites entreprises, TPE, PME, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'un grand nombre de clients des plateformes des plateformes et sociétés d'intermédiation, ce sont des TPE, PME, start-up. Et là, effectivement, ça ne gêne pas le geek de la start-up de faire sa propre qualification. Ça ne gêne pas, ça l'amuse, ça fait partie de la manière dont il fonctionne. Par contre, lorsque je suis opérationnel dans une grande banque, ce n'est pas moi qui vais faire la qualification. Je veux que mon prestataire, ma plateforme ou autre, je lui donne mon besoin et c'est lui qui va me faire la qualification. Et c'est là où on voit effectivement qu'il y a différents types de plateformes qui proposent qu'est-ce que vous voulez, monsieur le client?
Est-ce que vous voulez qu'on le qualifie pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on le qualifie pour vous ou est-ce que c'est vous qui allez le qualifier? Et là aussi, ça va dépendre de la typologie des clients et puis de leur appétence à vouloir aller qualifier eux-mêmes les prestataires qu'ils souhaitent faire travailler. Donc c'est un des éléments de différenciation en fait entre les Voilà. différentes plateformes, ça rentre. Voilà. Quel est votre besoin? Je vous dirais vers quel type de plateforme vous orientez. Mais quel est votre besoin? Parce qu'il n'y a pas. Et puis demain, là, il y a eu une annonce qui a été faite et ça peut-être va changer la donne. En tout cas, ça va forcément changer quelques lignes. Mais il y a une petite société qui s'appelle LinkedIn qui va lancer sa propre plateforme en septembre. Donc, et puis eux, ils arrivent avec 200 millions de CV. Donc, ça va changer la donne aussi, là. Par contre, ça va plutôt être une plateforme peut-être généraliste, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils annoncent leur arrivée sur la France en septembre. Donc là aussi, sur les plateformes, ça va peut-être aussi changer la donne, sachant qu'il ne faut pas confondre aussi les plateformes aux US, puisque LinkedIn vient des US, hein, ou autre, c'est pour la gig économie, c'est pour les petits boulots. Il y a des plateformes comme Upwork qui font 2 ou 3 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est colossal, mais c'est pour des petites missions. Et puis, il y a des plateformes spécialisées sur tel ou tel domaine qui, elles, font beaucoup moins de chiffre d'affaires, mais sont spécialisées. Un petit peu au même titre que, je dirais, des ESN. Hein. Il y a des ESN, on va dire que je vais appeler généralistes, où vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Et puis, il y a des ESN qui sont spécialisés en cybersécurité, en data, qui ont des spécialités. Donc, je dirais, c'est la même chose pour moi que les plateformes et sociétés d'intermédiation. C'est pareil que les ESN. Il y en a des grosses, des petites. Il y en a qui sont spécialisées, d'autres qui sont généralistes. Et on a besoin de tout. Et donc, je pense qu'on a besoin de plusieurs plateformes en fonction de ses besoins. Donc, la première question, hein, c'est toujours la même, c'est quoi mon besoin? Et puis après, je vous dirai vers quoi vous orienter. Et donc là, j'ai juste mis un exemple de WIM, qui, elle, est une société plutôt, une plateforme, pardon, qui va plutôt, elle, sur le conseil en stratégie, conseil en organisation. C'est une plateforme qui fait que du conseil. Voilà, c'est pour montrer qu'il y en avait un petit peu dans tous les secteurs. Excusez-moi. Je prends une. L'Observatoire des TJM. Donc là, on en a déjà un petit peu parlé, hein. On en l'a dit. Donc, excusez-moi. L'Observatoire des TJM, comme on vous l'a dit, on prend la nomenclature du SIGREF. Donc, on a retenu 41 profils qui sont, on va dire, qui ont été mis dans différents domaines, que l'on voit dans le paragraphe 4. Donc, organisation et gestion des systèmes d'information du SI. Donc là, il y a 5 profils. Management de projet, cycle de vie des applications, mise à disposition et MCO des infrastructures, support assistance, sécurité des SI, data, relations fournisseurs. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans relations fournisseurs, il y a un profil acheteur de prestations intellectuelles. Et donc, par rapport au TJM et par rapport à cet observatoire, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a quand même à 80% une baisse sur les TJM si on les prend dans leur ensemble. Mais c'est là où, effectivement, il ne faut pas forcément les prendre dans leur ensemble parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des profils qui vont être plutôt à la baisse, et puis vous avez aussi un certain nombre de profils, experts et sachants, qui, eux, vont être à la hausse. Et la vraie difficulté, c'est de savoir sur quelle typologie de profils, ceux qui vont augmenter et ceux qui vont baisser. Pardon. Donc là aussi, pour chaque profil, on fait un descriptif de ce type-là. Par exemple, là, je vous ai pris un consultant expert en cybersécurité. Donc, c'est toujours
d'après la nomenclature du SIGREF, hein, donc vous pouvez la retrouver pour que lorsque les acheteurs me donnent leur TJM, la majorité maintenant utilise, on va dire le 1, 2, 3, la nomenclature pardon, du SIGREF, et à partir de là, du coup, on peut les comparer. Et l'intérêt, c'est que aussi pour ceux qui cherchent des profils à l'international, ce que l'on voit de plus en plus, hein, puisque maintenant, avec le télétravail, on a vu qu'il y avait un certain nombre de profils que l'on pouvait acheter dans les pays limitrophes, hein, parce que le télétravail est possible. La nomenclature du SIGREF est la même pour nos amis anglais et nos amis allemands. Donc, si vous prenez un consultant expert en cybersécurité, la définition en Allemagne et en Angleterre est la même. Donc, pour les entreprises et les clients qui ont des filiales dans ces pays-là, au moins, ils savent exactement que c'est la même définition, donc même compétences, même livrable et tout ce qui va bien. Donc là, ça permet, on va dire, de pouvoir centraliser et de pouvoir comparer l'ensemble des profils. Sur ce, nous, chaque entreprise avait différentes seniorités. Ça va de 3, ça va de 2 à 5, mais la majorité, c'est quand même 3. Et donc, du coup, nous, on a gardé ces 3 seniorités, donc junior de 0 à 3 dans les compétences citées. Expérimenté, c'est de 3 à 7. Et pour les seniors, c'est plus de 7. Et donc, pour chacun de ces typologies, on a au milieu, donc, on voit qu'un junior va être à 594, et puis avec un mini et un maxi pour chacun d'eux. Et puis, on regarde l'évolution par rapport aux années passées. Et donc là, ces chiffres-là, pour l'ensemble des profils que l'on étudie, hein, donc il y a des profils qui sont issus du SIGREF, mais on a aussi un certain nombre de profils que l'on a rajoutés parce que le SIGREF ne les avait pas forcément intégrés, et donc on a rajouté une quinzaine de profils. Donc en tout, ça fait, je ne sais plus, je crois que c'était sur le slide précédent, 41 plus, ça fait 56 profils informatiques et digitaux pour lesquels on a des TJM qui sont que les acheteurs nous ont donnés de manière anonyme. Et donc, nous, on met tout ça dans un fichier Excel, et puis on en sort, on va dire, voilà, un prix observé sur le marché dit par les fonctions achats. Donc, c'est vraiment que des donneurs d'ordre qui donnent ces TJM. Alors, on a plusieurs questions, François, donc je me permets de prendre quelques secondes. Donc, on est d'accord, les fiches sur les plateformes que tu proposais sont disponibles dans l'étude BRAPI. Hein, Bien sûr, sur les 57, oui. Et après, sur les TJM, on a 2 questions. La première, c'est est-ce que on arrive à mesurer l'évolution des TJM en fonction du nombre de jours commandés, d'une part, et d'autre part, concernant la seniorité, est-ce qu'elle est liée uniquement à l'âge ou est-ce qu'elle correspond à l'ancienneté de la personne dans le poste? Donc, ça fait 2 questions en une. Oui, tout à fait. Alors, l'ancienneté, je peux avoir un junior de 50 ans. C'est vraiment par rapport aux compétences demandées. Ça fait que 2 ans qu'il est en cybersécurité, mais il peut avoir 55 ans. Ça sera un junior. Donc, c'est vraiment dans les compétences demandées que les seniorités sont prises en compte. Après, concernant l'autre question, concernant le volume, alors les prix que nous retenons, que lorsque les acheteurs des grands groupes nous donnent les prix, nous prenons les prix que, on va dire, pour tout ce qui est en assistance technique, égal ou supérieur à 6 mois. C'est-à-dire que si c'est pour une mission de 3 jours ou de 3 mois, bon, on ne prend pas ce TJM en compte. On regarde un minimum de 6 mois, qui est, on va dire, une moyenne que l'on a déterminée depuis maintenant 9 ans, comme tu nous le rappelais tout à l'heure, Valentin, que l'on fait l'étude. On prend le même environnement pour être sûr de pouvoir de voir l'évolution et de suivre l'évolution au fil des années. Donc, pour résumer, c'est en AT exclusivement et égal ou supérieur à 6 mois, avec des seniorités
dans l'activité concernée. Voilà. Parfait. Donc pareil hein, sur toujours la même question. Donc oui. on a vu donc le volume. On nous pose aussi la question qui est un peu liée de la prise en compte des remises de fin d'année sur les remises de volume liées au CA. Et puis une autre question aussi, est-ce que on fait un distinguo, puisque les coûts sont pas les mêmes, entre on va dire l'Île-de-France, Paris peut-être en particulier, et la province en général? Alors, je vais commencer par la dernière. Oui, alors il y a une différence, on voit une différence hein, entre l'Île-de-France et les régions. Et puis il y a des régions qui vont être, qui vont être sous tension, d'autres qui vont être un peu moins. Je dirais avant la crise, sur par exemple Sophia X, il y avait une tension parce qu'il y avait une petite société qui s'appelle Amadeus qui absorbait un petit peu toutes les compétences de la région. C'est sûr qu'avec la crise dans les transports, les TJ ont quand même diminué dans la région parce que la demande a été vraiment diminuée. Donc oui, on fait des distinguos entre régions. De manière générale, ce que l'on observe, alors après, donc il y a Aix, mais il y a la région niortaise avec toutes les mutuelles qui y sont présentes. Donc là aussi, il peut y avoir des tensions. D'ailleurs, même il y a certaines mutuelles qui, avant la crise, je ne sais pas qui souhaitaient venir sur Paris parce qu'elles avaient des difficultés à sourcer. Et quand on a des difficultés à sourcer, ça veut dire que les prix sont tendus. Alors, je ne sais pas si maintenant, avec la crise, ils ont gardé cette volonté de revenir en région parisienne parce qu'il y avait plus de profils, mais il y a effectivement un distinguo entre l'Île-de-France. Les prix qu'on me donne, c'est en Île-de-France, et puis à chaque fois, je demande aussi effectivement les prix en région. On voit une différence en fonction des régions de 10 à 12% à peu près de différence. Ça, c'est pour répondre à la première question. Rappelle-moi l'autre, c'était sur les RFA, Alors, non? ouais, tout à fait. C'était lié en fait un peu au volume. Donc, les TGM prennent-ils en compte les RFA ainsi que les remises sur volume de CA? Alors, ils ne prennent pas en compte Moi, quand ils me donnent les prix, c'est les prix d'achat. À l'instant T, c'est pas avec les remises de fin d'année en fonction effectivement des volumes d'achat. Non, non. Merci beaucoup. Voilà pour. Alors, je crois que. Voilà, bon, les questions-réponses, il y en a eu. Voilà un petit peu ce qu'il y a dans cette étude qu'on réalise tous les ans. Donc, on va dire 3 parties. Là, une partie sur l'impact de la crise sanitaire, une partie sur les plateformes et sociétés d'intermédiation, et une partie effectivement importante aussi sur les TJM informatiques et digitaux. Alors, je n'ai pas mis de slide, mais on a les mêmes sur le conseil en management. Donc, dans les 5 domaines dont on parlait, à savoir donc le RH, la finance, les systèmes d'information, la conduite du changement et le marketing com. L'étude complète, vous voyez, bon, on voit qu'il y a fait 200 pages, 220 pages, je crois. Donc, pour avoir l'ensemble des informations. Donc là, je ne peux pas tout vous dire en 1 heure et quart, mais bon, je vous donne déjà pas mal d'informations. Alors, merci beaucoup, François. On a beaucoup de questions qui tombent, donc je vais essayer de les Oui. prendre les unes après les autres. Donc, on voit bien l'étude très complète, très détaillée, avec beaucoup de chiffres, donc très intéressant. Une petite Pardon. Concernant en fait, je pense que c'est un peu lié à la plateforme, mais surtout au fait que le télétravail, donc c'est beaucoup généralisé durant cette période, et une crainte exprimée par Mehdi, ou en tout cas une question qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs, c'est est-ce que justement la généralisation du télétravail ne risque-t-elle pas d'encourager le recours au nearshore offshore, puisqu'à partir du moment où on télétravaille et que on peut être sourcé à travers une plateforme, qu'on soit en Île-de-France, en province ou dans d'autres pays où les coûts salariaux sont moindres, est-ce qu'on ne va pas assister à une augmentation en fait de ces pratiques-là au détriment du du coût des sociétés de SN françaises? On a d'autres questions que je reprendrai après, mais je vais peut-être te laisser répondre sur ce point-là particulier.
Alors, effectivement, ce que les donneurs d'ordre se sont aperçus, et tout le monde d'ailleurs s'est aperçu, c'est qu'il y a certaines missions que l'on pensait impossibles en télétravail. Il fallait forcément, les donneurs d'ordre se battaient bec et ongles pour dire, bah, de toute façon, moi, le consultant, je le veux à côté de moi parce que on ne peut pas faire autrement. Euh, L'expérience a montré que de toute façon, c'était possible, voire même pour certaines entreprises, et justement, je peux le dire parce que c'était officiel, qu'il l'avait annoncé en séance, lors d'une matinale, il y a EDF qui est venu présenter, on va dire, justement l'impact de la crise sur comment ça s'est passé pour leurs achats de prestations intellectuelles, et il disait que sur certains projets, ils avaient vu une augmentation, ils avaient mesuré une augmentation de productivité. C'était 110%. C'est-à-dire que certains fournisseurs ne voulaient pas retourner sur site, préféraient rester en télétravail parce qu'ils disaient, bah, de toute façon, nous, on a une productivité plus importante. Et ce qui posait un petit souci à, à l'entreprise parce que se disait, bah oui, bah, mais c'était pas prévu comme ça dans le contrat et autres. Donc, il faut s'adapter. Et je pense que le télétravail, tout le monde est en train de s'adapter au télétravail. Et pour répondre par rapport au nearshore, on va dire aller en région ou en nearshore ou autre, aujourd'hui, c'est des choses que les achats regardent. Alors, ce n'est pas forcément l'initiative des achats, c'est l'initiative souvent comment réduire les coûts. Alors, il n'y a pas que les achats, ça peut venir des DAF et autres, qui dit, bah, effectivement, on peut peut-être trouver des compétences en télétravail, on va dire en nearshore, qui vont être moins chers, et puis surtout, on va pouvoir peut-être en trouver, parce que entre le fait de pouvoir les trouver moins chers et le fait aussi d'avoir accès à cette ressource, bah, aujourd'hui, en tout cas, les entreprises regardent. Je ne dis pas que ça va être un phénomène de fond et autres, comme on a toujours dit, oui, l'offshore et autres. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'offshore, aller en Inde ou en Chine ou au Vietnam, bon, oui, il y a quelques entreprises qui y vont, oui, ça peut fonctionner, il y a des gains, mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas un mouvement de fond. Il y a quelques cas, mais il y a aussi beaucoup de cas où les entreprises maintenant ne vont plus forcément à l'autre bout du monde, mais vont plutôt chercher du nearshore au Portugal, en Espagne, au Maroc, et puis dans les pays limitrophes, les pays européens. Donc Alors, oui, je pense qu'il y a une modification du mode de travail et donc la possibilité d'avoir des télétravailleurs déportés. et qui doit se ressentir du coup aussi dans la structuration du marché des ESN, puisque Elisabeth nous pose la question, quid du rachat et du regroupement des ESN? Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur les TGM, les marges, et puis la manière dont s'organise le marché? Euh, Alors, de toute façon, je pense que le marché le marché du travail est en train de changer. On vient de le voir avec le télétravail et autres, et même le rapport de l'homme, de l'individu au travail est en train de changer. Aujourd'hui, avant, entre guillemets, de ma génération, bah, on était salarié toute sa vie, et puis on était très content, on avait son CDI et super. Et on ne bougeait pas beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, moi, je vois, j'ai des enfants de 25 ans, et même quand on voit les nouvelles générations, aujourd'hui, ils vont changer de statut 3 fois dans leur vie. Ils seront auto-entrepreneurs, ils seront salariés en CDI, ils seront salariés en CDD, ils partiront pas à l'autre bout du monde ou pas, mais ils pourront continuer à faire en télétravail. Et donc, le monde du travail est en train de changer. Donc, le monde des ESN et des sociétés de prestation de travailleurs est obligé de changer. Et je pense que aujourd'hui, si vous voulez, et on le voit, un grand donneur d'ordre, s'il veut un expert en cybersécurité ou autre, il peut le demander à une grande ESN, mais il va aussi le demander à une plateforme, voire à un indépendant en direct, en portage salarial, il va tout chercher. Et il va le trouver, et peu importe la structure. Et donc, je pense que les ESN, elles, vont plutôt rester au niveau structurel sur des appels d'offres et des réponses, on va dire, au forfait. Si vous voulez faire l'informatique des Jeux Olympiques, prenez Atos, ils font ça très bien.
Ça fait 20 ans qu'ils font ça, ou plus peut-être, je ne sais plus, et ils font ça très bien. Vous n'avez pas demandé à une plateforme, à un indépendant ou qui que ce soit. Donc, pour des projets au forfait, je pense que les ESN ont bien sûr ont leur raison d'être. Lorsque vous avez besoin d'une compétence ponctuelle, est-ce que vous allez demander à Atos? Vous pouvez, mais c'est peut-être pas là où vous aurez la meilleure compétence. Donc je pense que le marché la typologie des sociétés prestataires de services intellectuels est en train de changer, et avec chacun aura son secteur. Alors ça me donne un très bon point pour rebondir, puisque Grégory nous demande est-ce que tu constates une baisse du volume d'activité en forfait versus l'assistante technique, justement? Non. Non, non. Alors, non, pourquoi? Parce que la majorité, excusez-moi, pardon, la majorité des donneurs d'ordre préfèrent contractualiser, et je dis bien contractualiser, hein, en mode forfait pour des raisons légales, en particulier pour délit de marchandage, près de main-d'œuvre illicite et autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque je vous rappelle que les fonctions achats, c'est un acheteur. Qu'est-ce que c'est qu'un acheteur? C'est un gestionnaire de risques financiers, de risques opérationnels, mais aussi de risques légaux pour l'entreprise. Et donc, c'est un point pour eux qui est très prégnant. Et donc, pour diminuer au maximum les risques dont on a parlé, ils préfèrent transformer, et souvent au forceps, hein, de l'assistance technique de la régie en mode forfait. Et c'est pour ça que je dis qu'ils le font de manière contractuelle. Après, dans les faits, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Merci beaucoup François pour cette précision. On a deux questions qui se rejoignent un petit peu. La première sur la position des achats concernant les pratiques d'enchères inversées, donc mise en concurrence avec, on va dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les fournisseurs se battent entre eux avec des prix tirés vers le bas dans le cadre de ces enchères. Et puis une autre question qui est un petit peu liée sur l'intégration en fait de critères, on va dire, d'optimisation financière. Typiquement, comment est-ce qu'on peut en étalant la charge dans le temps, en mobilisant le crédit un peu recherche, voire en mobilisant des soutiens publics type plan de relance. Voilà, comment est-ce que en fait ces différents éléments-là impactent les processus achats? Alors, pour effectivement les fonctions achats cherchent bien sûr à faire des économies, et le crédit impôt recherche est une piste, et ça c'est très intéressant, en particulier pour les ICT, de pouvoir, parce que c'est un gain direct de quasiment 30%, donc, en crédit d'impôt. Donc pour eux, c'est très fort, et ça peut permettre de valoriser les gains qu'ils sont capables de faire. On le voit aussi par rapport à la RSE, et par rapport au fait de récupérer ce qu'on appelle les unités bénéficiaires liées à l'embauche de personnes handicapées ou éloignées de l'emploi. Là aussi, c'est des pistes qu'ils regardent. Alors après, elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, et elles ne sont pas toujours faciles à valoriser. Mais ils sont en train d'effectivement, ils regardent tout ce qui peut être possible. Excuse-moi, j'ai oublié la première question. C'était sur la pratique des enchères inversées, Ah oui, puisque les on enchères voit inversées. cette pratique revenir un petit peu dans certains appels d'offres, ce qui est pas illégal, hein, puisque c'est Oui, encadré oui, par le code du commerce, mais c'est très encadré. oui. Pour autant, c'est sans être illégal, c'est quand même pas une pratique qu'on pourra qualifier de vertueuse, puisqu'encore une fois, ça donne quelque part la prime au moins 10 ans sur le seul critère du prix. Donc voilà, est-ce que les achats ont été interrogés sur ce sujet-là, et quelle est leur position, si tant est que puisse y en avoir une? Alors, effectivement, ce que l'on voit, alors, il y a 20 ans, en 2000, justement, quand j'avais lancé votre profil, on parlait pas mal d'enchères inversées, et il y en avait un petit peu. Aujourd'hui, c'est quand même extrêmement rare. Pour moi, il n'y en a plus beaucoup qui font ce genre de choses. Ça arrive peut-être, mais j'en ai très peu connaissance, parce que les gens se rendent compte que de toute façon, entre guillemets, à un moment ou à un autre, on en a pour son argent. Donc,
C'est pas une pratique que l'on voit que je vois et que j'observe de manière courante. Et même comme ça, là, j'en ai entendu une il n'y a pas très longtemps, mais c'était vraiment, ça faisait très longtemps que j'en avais pas entendu parler. Donc, pour moi, les enchères inversées, non. Mise en concurrence, oui, mais type enchère inversée où chacun voit le prix de l'autre qui bouge et autres. Alors, ça peut peut-être revenir un petit peu au travers d'entreprises qui utilisent des outils, parce qu'il faut être outillé pour ça. Et là aussi, ça peut être une des raisons pour lesquelles certaines personnes voient ce genre de choses arriver. Par contre, ce qu'on voit, c'est effectivement ce qu'on va appeler des référencements dynamiques où les prix peuvent changer. Les prix sont plus dans le dur pour les 6 prochains mois, hein. Ils sont dans le dur pour jusqu'à ce qu'on les modifie. Donc ça, c'est des choses que l'on voit. Merci beaucoup pour cette précision, François. Donc Alexandre posait la question de l'évolution globale des TJM. On le voit à travers cette fiche-là. Donc je suppose que dans l'étude que tu nous as présentée, on a cette évolution pour les différentes entrées de la nomenclature SIGREF. Donc on peut avoir l'information dans l'étude. Oui, tout à fait. Pour l'ensemble, avec des tableaux récapitulatifs de l'ensemble des profils, des 57 profils qui sont 56, pardon, qui sont disponibles. Donc une autre question de Grégory concernant la pratique des TJM plafond versus les TJM fixes. Oui. Lesquels on voit le mieux les TJM plafond. Alors, aujourd'hui, le marché évolue extrêmement vite. Donc, les acheteurs se rendent compte que, comme je disais tout à l'heure, hein, faire des référencements sur 3 ans avec une grille de tarifs et autres, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et puis on ne connaît pas forcément le retour sur investissement. Donc, avoir des prix, si de toute façon ils mettent des prix plafonds, que le marché s'écroule ou que le marché soit à la hausse, à un moment ou à un autre, de toute façon, le marché va s'adapter. Et s'ils sont hors marché, ils n'auront plus les réponses. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils observent, hein, sur certains profils. De toute façon, s'ils mettent un prix plancher en disant de toute façon, faut pas, je veux un cybersécurité et je ne veux pas à plus de 500, il n'y aura pas de réponse, hein. Alors peut-être que l'entreprise arrivera à se faire référencer, mais de toute façon, elle n'aura pas de réponse. Donc, parce que personne ne répondra à ce prix-là. Donc, de toute façon, c'est vraiment une question d'offre et de demande à un instant T. Et l'aspect temporalité, maintenant, est vraiment très fort, puisque, on va dire, le monde évolue extrêmement vite, et les profils aussi. Merci beaucoup pour ces précisions, François. Une petite question de Patrick qui revient un peu sur le débat qu'on a eu tout à l'heure concernant le nearshore et l'offshore. Alors là, on reste en France, mais Patrick nous pose la question de savoir si le télétravail ne risque pas de réduire au final le coût du salaire et donc du coup d'uniformiser sur le territoire français les coûts, hein, liés essentiellement au salaire et aux charges qui sont attachées. Et donc par conséquent, tirer un petit peu les prix vers le bas puisque certains acheteurs pouvant dire, par exemple, voilà, vos gars maintenant ils sont plus nécessairement en Île-de-France, donc vous avez des coûts moindres, donc vous allez le répercuter sur vos prix de vente. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti à travers les entretiens? Est-ce que c'est des choses qui commencent à pointer ou est-ce qu'on n'en est pas encore tout à fait là? Alors, c'est exprimé. De là à mettre en œuvre et de là à le mettre, à le mettre en musique, c'est pas. Ils posent la question. Ils sont plus à poser la question qu'autre chose. Donc un signe faible à regarder. Voilà, à regarder, parce que oui, mais en contrepartie, oui, mais s'il travaille de chez lui, il faut que je le fournisse un double écran, il faut que je lui mette un VPN sécurisé, il faut que. Bon, il y a d'autres choses qui font que tout le monde se pose des questions, qu'effectivement, comment va, après la crise, quel est le pourcentage de télétravail qui va rester et sous quelle forme. Donc, les gens se posent des questions, mais pour l'instant, je n'ai pas vu d'action particulière, quoi. Voilà, quid.
Donc c'est en évolution et ça Voilà. fera partie en fait de ce fameux monde de demain qu'on nous promet depuis quasiment un an maintenant. Oui, Donc mais on a bien vu que le secteur ressortira pas complètement à l'identique de cette crise et qu'il y a certaines choses qui vont rester, d'autres peut-être pas. Et là malheureusement, je pense que personne n'a de boule de cristal et ne peut aujourd'hui de manière très affirmative dire comment ça va se passer. Mais on voit en tout cas que les choses bougent. oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, François, pour toutes ces informations et ces précisions. On a fait le tour des questions, donc il nous reste encore quelques minutes. Profitez-en si vous avez encore une ou deux questions, hein, mais sinon, on va essayer de Vous voulez tenir que je l'horaire de revienne non, ça c'est pas. Hop. Vous voulez que je revienne sur un des slides, n'hésitez pas. Si vous avez des... Sachant on m'a posé également la question, j'ai répondu dans le chat, donc de toute façon, dès la fin de cette réunion, dès que j'appuierai sur terminer sur la réunion, le lien vous sera envoyé automatiquement pour accéder au replay. Et D'accord. puis, nous diffuserons par la suite le support qui vous a été présenté aujourd'hui, donc par mail. On vous le mettra à disposition. Dernière petite question, François, de la part de Frédéric, qui te pose la question de savoir comment on peut se procurer ton étude. Eh ben, écoutez, hop, je vais vous m'envoyer un mail ou vous m'appelez d'ici un quart d'heure sur ce numéro de téléphone et je vous dirai un petit peu comment faire, parce qu'elle est commercialisée, et je vous donnerai tous les éléments. Ça peut être pris sur votre budget formation, quoi. Il y a plein de choses plein de solutions possibles. Différentes formules que tu Voilà. sauras détailler à chacun. Et Alexandre, du coup, voulait simplement revenir sur la question des TJM et sur l'évolution globale que tu constates. Donc, on en a parlé, mais si tu peux peut-être en phrase de conclusion revenir sur ce dernier point. Voilà, alors les TJM, aujourd'hui, c'est une question prégnante des acheteurs. C'est est-ce que je peux demander est-ce que le marché est plutôt à la baisse, plutôt à la hausse? On l'a vu, il est plutôt de manière générale à la baisse, sachant que sur certains profils, il n'y a pas de question à se poser. Il est à la hausse et il n'est pas prêt de diminuer. Donc, ça va vraiment être au cas par cas. Et aux typologies de profils. Si vous êtes un vrai sachant expert sur des technos rares, de toute façon, vous n'aurez pas de soucis. Ça sera toujours vendu très cher, plus cher, ça sera toujours vendu cher, alors que si c'est sur des profils, on va dire un petit peu plus standards, là, ça risque d'être... c'est à la baisse. Donc, il n'y a pas de manière générale, les profils sont à la baisse, mais attention, il y a quand même un certain nombre de profils dont tout le monde a besoin, qui, eux, sont à la hausse. Tout ce qui est rare et cher, tout ce qui est rare et cher, et donc tout ce qui se raréfie augmente, comme certains profils d'experts. Très bien. Un grand merci en tout cas, François, pour ces explications dont la clarté a été soulignée par plusieurs participants. Donc merci beaucoup. Merci. Bravo pour cet exercice qui n'est pas facile. Je vais pour ma part simplement rappeler donc aux différents participants qu'il y a beaucoup d'autres événements organisés par Syntec Numérique. Vous voyez que rien qu'aujourd'hui, on en a 3 dans celui-ci. Donc, je vous remets le lien vers notre rubrique dédiée pour que vous puissiez vous inscrire à ceux qui vous intéressent. Et puis, il me reste plus que à vous donner aussi mes coordonnées, puisque Karim, qui gérait le collège ESN chez nous, est parti vers d'autres aventures. Donc, je reprends le flambeau en attendant d'avoir un nouveau délégué ESN. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Valentin Hubert, vous avez toutes mes coordonnées. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, vous remettre en lien avec les personnes que vous souhaiteriez contacter. Voilà, merci beaucoup François pour cette Merci à vous. Très belle étude, bravo, et puis merci à tous les participants, et puis donc du coup, je pense qu'on peut se dire rendez-vous à l'année prochaine pour la 10e. Eh bien, écoute, avec plaisir et merci de m'avoir permis de cette tribune. Et merci pour vos questions et votre réactivité. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir.